écouteront Pardon. et merci à tous ceux qui nous écouteront en décalé, qui seront toujours, comme d'habitude, beaucoup plus nombreux. Donc, Patrick Chaban, j'ai travaillé chez beaucoup d'éditeurs logiciels, ce qui me permet de les comprendre. Et nous avons François Constant de la chaire Audiencia, Anthony Ange qui représente le Conseil national des achats et qui est directeur des achats de Robsnac, et Maxime Prévost qui représente ici Axis Consultant. Est-ce que, Anthony, est-ce que tu peux présenter un peu plus ta société et le CNA? Oui, tout à fait. Alors, je vais commencer par Robsnac. Donc, bonjour à tous déjà. Donc, comme a dit Patrick, j'ai une double casquette, on va dire, aujourd'hui. Donc, premièrement, en tant que directeur achat du groupe Robsnac. Robsnac, c'est un groupe donc, européen, comme son nom l'indique, d'origine française, qui est leader dans le snacks, donc produit de snacks salés et à marque distributeur. C'est un groupe qui opère sur un revenu à peu près de 500 millions d'euros pour 2022. Vous voyez les chiffres, 420 millions en 2021, 500 millions en 2022, donc en croissance, sans parler évidemment d'inflation. Plus de 2000 personnes et qui opèrent en 3 pays, en France, en Angleterre et en Espagne. Nous avons 8 sites de production et nous avons une cinquantaine de clients répartis dans le monde entier. Voilà, pour résumer en 2 mots. Et un petit mot sur le Conseil national des achats que tout le monde connaît probablement, mais juste pour le présenter. Bien évidemment, alors le Conseil national des achats, alors je suis vice-président pour la région Bretagne, donc c'est l'association de référence pour les professionnels des achats. Donc c'est une association qui fédère plus de 18 000 professionnels, qu'ils soient issus en fait de grands groupes, de TI, du privé, du public, en France et y compris à l'international. C'est une association en fait, qui organise en fait, de nombreux événements comme celui aujourd'hui, en webconférence, achat lab, achat en scène, des clubs de directeurs achats. Je ne pourrais pas lister en fait, l'ensemble des événements, mais il y a une dynamique en fait, qui est très forte et qu'elle soit en fait, au niveau national comme au niveau régional. C'est aussi en fait, la force du CNA, c'est d'avoir donc, des antennes régionales en fait, qui sont proches de leur territoire et qui aussi adaptent leurs agendas et leurs problématiques, leurs événements en fonction des besoins de chaque région. Merci beaucoup pour cette présentation. Et le côté régional est extrêmement important. Et nous avons Axis Consultant, Maxime Prévost, qui supporte la chaire et qui a beaucoup travaillé sur ce dossier. Quelques mots, Maxime? Donc, nous, on a un cabinet de conseil en management et on accompagne des clients français sur le territoire national ou à l'étranger sur différents axes, les achats, la finance, le digital marketing, la gestion de la donnée et tout ce qui est change. Et on a sur les achats une équipe d'une cinquantaine de consultants expérimentés qui travaillent depuis des stratégies achats jusqu'à de la mise en place de solutions, de l'accompagnement déploiement, du maintien en conditions opérationnelles. Un spectre large d'intervention. Pour ma part, Patrick Chaban, donc j'ai travaillé dans l'informatique, mais on s'y soigne. J'avais créé même Synertrade à une époque. Et donc aujourd'hui, je fais principalement de la création de contenu où je conseille un peu certaines directions des achats. J'aime beaucoup me focaliser sur 2 choses. C'est qu'on doit nommer les choses et les directions des achats ne nomment pas encore assez les choses dans nos processus. Qu'est-ce qu'il y a sous SRM, qu'est-ce qu'il y a sous CLM, etc. On doit plus nommer les choses pour les dominer. Et puis toujours se poser la question de est-ce que les outils, nous sommes esclaves de nos outils ou est-ce que les outils sont là pour nous servir? Et cette relation entre l'informatique et l'homme tous les jours existe depuis 40 ans et existe encore plus avec toutes les dernières nouveautés. Et pour l'audience, je crée encore un nouveau contenu sur l'état de l'art de la digitalisation des processus achats. Donc ceux qui veulent se rejoindre seront largement bien pris. Et j'aimerais aussi présenter le dernier, mais pas le premier d'entre nous, notre ami François Constant de Audiencia. Bonjour à tous. Oui, bonjour à tous. François, vas-y. Le son est coupé. Oui, bonjour à tous. François Constant. Voilà, donc je suis professeur associé à Audiencia. Audiencia, c'est une école de commerce française basée à Nantes, dans le top 10 des écoles françaises. Voilà, on a juste pour un petit zoom sur les formations achats qu'on dispense. On a 3 masters achats, un master international, un master en alternance et un master grande école.
On a aussi des execs MBA, de la formation continue en achat. Et surtout, et c'est ça dont on va parler un petit peu aujourd'hui, c'est un centre de recherche en achat et innovation digitale qui héberge ce projet qu'on va vous présenter aujourd'hui. Voilà. Je voudrais quand même rajouter que centre de recherche, ça veut dire que François, chez Audencia, accueille des entreprises qui veulent participer aux objets de recherche, qui veulent participer à la chaire, participer activement, personnellement, ou participer avec des donations qui, comme chacun sait, sont largement défiscalisées. Donc, les différentes directions des achats sont invitées à participer activement à la recherche en innovation digitale et en achat. François, sur Audencia, est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce que c'est que cet observatoire Sirius, d'où il vient, pourquoi? Oui, alors, Sirius, c'est parti d'un constat, que les directions achats, les acheteurs, avaient besoin de plus de visibilité sur les systèmes d'information achat. Donc, quelques années avant, donc 2019, on a imaginé créer cet observatoire, qui est une sorte de veille sur le marché des systèmes d'information achat, pour apporter aux acheteurs un certain nombre de réponses pour qu'ils comprennent mieux comment ce marché fonctionne, qu'est-ce qu'ils peuvent en attendre de ces systèmes d'information, comment ils peuvent mieux gérer les données, quantité de données qui explose aussi, qui est de plus en plus importante, et aussi la partie qualitative de ces données, comment on arrive à augmenter la qualité des données dont on dispose et qu'on va récupérer des fournisseurs ou de l'extérieur. L'automobile aussi a une influence énorme sur la façon dont les acheteurs travaillent aujourd'hui. Et vient se télescoper à tous ces constats, les systèmes d'information achat qui sont aussi de plus en plus nombreux sur le marché. Donc, je crois qu'on a compté plus de 900 ou 1000 SI achats en 2022, là, et ce n'est pas fini, ça, on voit des nouveaux qui se créent tous les jours. Donc, le constat est assez simple au niveau des achats, c'est qu'on a besoin d'y voir plus clair dans ce marché. Donc, Sirius est né de ce constat et on a décidé avec Axis et avec Cyrenac assez rapidement de créer cet observatoire au sein de notre centre de recherche qui est là pour aider les acheteurs. Alors, l'observatoire, la façon dont il fonctionne, on a un panel d'une dizaine, douzaine d'éditeurs de systèmes d'information achat qu'on va scruter chaque année. Scruter, c'est-à-dire on va les comprendre, on va essayer de comprendre la dynamique de leur positionnement, on va essayer de comprendre qu'est-ce qu'ils apportent concrètement aux acheteurs, et on va les mettre en valeur, on va les mettre en lumière, puisque ce sont des éditeurs qui ne sont pas forcément très connus en France, mais en tout cas que nous, on estime prometteurs ou qu'on estime avoir une valeur ajoutée forte pour le métier. Donc en 2021, par exemple, voilà, vous voyez les logos des éditeurs qu'on a analysés. 2022, on a remis un autre coup de projecteur sur d'autres éditeurs pour compléter notre investigation. Et ce qu'on va présenter aujourd'hui, c'est un résultat de l'analyse 2022 et un certain nombre de conclusions qui émergent en fait de cette analyse du marché des systèmes d'information achat. Merci beaucoup là effectivement François sur ces axes-là et justement sur ces axes d'analyse. Comment est-ce que Maxime peut-être quels axes d'analyse dans cette réflexion vous avez pu prendre? À la création de l'Observatoire Sirius et puis pour tous les baromètres annuels qu'on fait, là, comme vous l'a présenté François, on avait pour objectif de ne pas être dans la reproduction, ce qui pouvait être bien fait, mais déjà fait par les grands baromètres, les grandes, on va dire les quadrants d'achat, et donc avoir une autre approche. Donc notre approche, elle est autour de 3 axes. Le premier est effectivement, c'est toujours celui qu'on va quand même regarder en priorité, c'est la couverture fonctionnelle. Alors, avec les difficultés de bien nommer ce qu'on va mettre dans cette couverture fonctionnelle, comme le disait Patrick, de partir sur l'upstream, le downstream, de dire qu'est-ce qu'il y a dedans, qu'est-ce que couvrent les solutions. Pour ce faire et pour savoir vraiment ce qu'elles font, on leur demande quand même de remplir, on a une phase de RFI, donc où elles remplissent des éléments dans une grille et après on a des interviews. Donc c'est juste pour vous donner aussi, c'est pas que du déclaratif et on reproduit leur déclaratif. Donc on a donc déjà voir tout ce que peut couvrir fonctionnellement la solution. Après, un autre axe qui est très important pour nous, c'est la stratégie technologique qui permet vraiment de mesurer la capacité de la solution à relever les défis du moment. On parle d'automation ou
l'analyse prédictive, l'analyse prescriptive, voilà, mais aussi, surtout, de l'intelligence artificielle, mais surtout, au global, d'être tourné vers l'innovation. Parce que les innovations de dans 5 ans, il y aura peut-être des nouveautés qui vont apparaître, mais c'est comment ces solutions, aujourd'hui, dans leur ADN et dans la manière dont elles abordent la technologie, peuvent continuer à accompagner des besoins d'innovation qui vont être nécessaires par la fonction achat. Et le dernier critère d'analyse, le dernier axe qu'on a dans l'analyse qu'on fait, c'est la facilité d'usage et d'intégration. Et là aussi, pour nous, c'est un axe primordial. Facilité d'usage, je pense que je n'ai pas besoin de vous convaincre en tant qu'acteur de la fonction achat que ce qui est le plus déceptif dans un outil, c'est quand l'expérience qu'on en fait n'est pas là du tout à la hauteur des promesses qu'on nous a données au démarrage d'un projet, que la navigation est complexe, que rien n'est fluide, que l'outil ne fonctionne pas bien. Donc voilà, c'est vraiment l'expérience utilisateur et c'est important. Donc tout ça aussi se mesure et s'apprécie en fonction des réponses qu'ils nous donnent et des questions qu'on leur pose. Et il y a aussi la facilité d'intégration qui est là aussi plus qu'importante pour garantir que les systèmes qu'on déploie, les systèmes achats, s'intègrent dans un écosystème de l'entreprise ou même un écosystème achat qui est déjà là en fait et qu'on ne peut pas, même si on met une petite solution pour faire du reporting RSE, la faire vivre dans son coin toute seule. Elle a besoin de se connecter au reste du modèle qui est déjà là. Et c'est bien ça, on voit bien qu'on est sur un problème de gestion de la donnée, d'agrégation de la donnée, donc on a besoin de ça. Oui, mais je vous coupe. Maxime, ça voudrait dire qu'il faut qu'on soit très, très mature sur le plan de la donnée avant de mettre en place des solutions. Quelle relation entre les deux? Il y a clairement un lien, Patrick, sur la maturité, sur la gestion des données dans l'entreprise et des données achats plus particulièrement, et l'intégration ou la bonne intégration du achat dans l'écosystème de l'entreprise. Si on intègre un système sans s'être posé certaines questions autour de la gestion de la donnée, on risque de faire de l'empilement de solutions avec peu d'usage, peu de fluidité pour les utilisateurs et finalement aussi peu de résultats au bout du compte sur ce qu'on va produire en termes de gestion de données. Donc, on risque d'être assez déceptif sur le… À ce moment-là, Anthony, peut-être, on pourrait peut-être vous demander, à votre avis, cette maturité des données, est-ce qu'elle est liée à la maturité de la fonction? C'est-à-dire, est-ce que ça irait de pair si la fonction devient mature, sa gestion des données devient mature? Est-ce qu'il y a une relation entre les deux, à votre avis? Alors, ça va de pair parce que déjà, là, je pense que la première question, c'est d'adresser le sujet, en fait, de la gestion de la donnée. Il y a encore des fonctions achats, en fait, qui traitent la donnée de manière relativement classique, pas forcément dynamique, et ne se posent pas forcément la question ou n'ont pas cette prise de recul, en fait, pour pouvoir, en fait, justement, modéliser, se projeter, digitaliser. Donc, c'est un vrai sujet de fond et qui est lié vraiment à la maturité de l'organisation et qui est lié, en fait, au parcours. Non. Bonjour. Ça va? Merci Oui, de couper vos micros entrants. Bonjour. Vas-y, Anthony, continue. Oui, non, ce que je disais en fait, c'est que c'est clairement lié. Pour répondre très directement à ta question, ça va dépendre en fait de la feuille de route en fait qu'une organisation achat va avoir en fait, et évidemment dans cette feuille de route, un des enablers majeurs va être en fait la gestion de la data, tout simplement. Et donc après en fait les outils, les systèmes et les solutions qu'on va intégrer. Mais je ne connais pas aujourd'hui d'organisation achat mature qui n'a pas mis comme pilier, on va dire, sa gestion de la data, comme élément fondateur plutôt en fait de sa feuille de route. Mais là, à ce moment-là, si on pouvait préciser, Anthony, est-ce que ça voudrait dire que, parce qu'on n'est pas mature sur l'ensemble, sur tous les types d'achats, toutes les typologies d'achats, chacun, suivant les catégories, a une maturité et un besoin différent. Donc, est-ce que ça voudrait dire qu'il y a un niveau de maturité en fonction des contraintes et des objectifs business et des objectifs de la direction des achats, ou là où on est assez mature, c'est là qu'on peut commencer à digitaliser, c'est pas grave si dans un autre parti, on est moins mature en fait?
Je vais essayer d'éviter la réponse de Normand sur une question de ce type-là, parce que bien évidemment, derrière, on sait bien qu'il y a des typologies, des profils, des organisations extrêmement différentes. Je vais surtout m'adresser aussi à mes pairs qui sont présents. On va avoir des acheteurs en fait, de grands groupes, en fait, donc avec des programmes, notamment supportés par des DSI, et donc qui ont en fait, cette connexion pour pouvoir justement on va dire, favoriser la réflexion en fait, et des feuilles de route. On va avoir l'acheteur qui est seul dans son entreprise et lui en fait qui va être sur son tableur Excel, sa macro, et qui va essayer de se battre en fait pour avoir un budget en fait DSI, ou tout simplement pour apporter la réflexion auprès de sa direction générale. Hein, c'est un point sur lequel j'aimerais qu'on revienne aussi, l'onboarding en fait de la direction. Donc j'ai envie de dire qu'il y a autant de réponses en fait que de situations. Et je pense que le vrai sujet aujourd'hui, en fait, il est d'abord d'avoir une prise de conscience que la data est cruciale, non pas pour compter, non pas pour calculer, mais pour décider. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, en fait, sur le marché, et notamment le CNA, en fait, on promeut énormément en fait, de conférences, d'interventions en fait, sur ce sujet qui est crucial aujourd'hui pour l'avenir de la fonction. Et si je restais, Anthony, sur le domaine du modèle de Sirius, qu'est-ce que Sirius peut apporter à un directeur des achats? Qu'est-ce qui le motiverait à ouvrir le livre blanc? Quel est l'apport du travail de Audencia et de Axis sur le sujet? Alors, sur le modèle Sirius, je vais repartir des propos de François tout à l'heure, et je vais les faire plutôt à ma manière, pour ceux qui me connaissent. Je vais plutôt dire que moi, c'est la jungle, très clairement. En termes de solutions achats, en fait, quand vous êtes un acheteur et que vous cherchez une solution, clairement, on est face à une jungle. Ce n'est pas du tout péjoratif, c'est juste dire qu'il y a une profusion d'offres qui est assez incroyable. Il y a déjà un nombre d'acteurs croissant, hein, ça va faire maintenant 10 ans en fait, qu'on voit une démultiplication des acteurs de toute taille, évidemment de très gros éditeurs, des startups. Donc, on a face à nous de nombreux acteurs. On a en fait un marketing extrêmement puissant avec une capacité de communication très forte. Et ce qui fait qu'à un moment donné, beaucoup d'acheteurs, si je peux parler en leur nom, sont un peu perdus dans cette jungle. Donc ça, c'est vraiment le constat de départ. En tout cas, c'est la situation que j'ai vécue ou que je vis encore, et qui fait qu'il y a un paradoxe qu'on a évoqué déjà à plusieurs reprises, en fait, et sur lequel je vais encore réinsister, c'est ce paradoxe entre la profusion des offres. Donc, on a de l'offre, on a des solutions, et finalement, il y a cette profusion des offres, et à côté, on a vraiment une difficulté pour l'acheteur de s'y retrouver. Parce que, parce qu'évidemment, on a les plus belles solutions disponibles partout avec chaque éditeur. Et je ne vous cacherai pas aussi en fait, qu'on est énormément sollicité. C'est un des sujets en fait, sur lesquels des acheteurs sont sollicités. Sur les réseaux, en direct, je reçois moi personnellement une dizaine de sollicitations très régulièrement, tous les 2 semaines à peu près, en fait, sur des solutions achats. Et qui viennent maintenant. Avant, c'était très français, très européen. Maintenant, on commence à avoir des sollicitations qui viennent d'autres continents aussi. Donc, c'est assez intéressant, mais ce qui fait que finalement, quand on doit choisir, quand on doit sélectionner, il faut manager cette information, il faut prendre du recul. Donc, j'en reviens à Sirius. Aujourd'hui, pour moi, Sirius, en fait, apporte justement en fait, cette analyse. Quelque part, Sirius, en fait, est pour moi, en fait, un programme, je veux dire comme ça, une étude, en fait, qui est un outil d'aide à la décision pour les directeurs achats. Donc, clairement, ce travail, on va dire, de collecter l'information, d'aller classifier les offres, d'identifier les acteurs, de prendre du recul, en fait, par rapport à les offres, c'est ce que fait Sirius. Bon, personnellement, Sirius me fait gagner du temps. Voilà, je vais être très, très direct, c'est vraiment une décision de compréhension. Il y a aussi, je pense, à un moment donné, une vulgarisation aussi à avoir. Ce qui est intéressant, et c'est ce qu'on montre là, en fait, c'est le modèle de carte d'identité qui est quand même très user-friendly, qui permet très rapidement de comprendre sur quels items les éditeurs. Les éditeurs, ouais, merci. Les éditeurs, en fait, se positionnent, quelles sont leurs forces et faiblesses, et surtout de répondre à notre propre besoin. J'insiste énormément. À un moment donné, en fait, on a quand même sur le marché des créations de besoins, parce qu'on vous propose une solution et finalement, vous avez l'option A, B, C, D. Vous avez en fait la nouvelle technologie en fait, qui va vous permettre de réaliser, on va dire, des projections à 20 ans, par exemple, j'ai quelque chose comme ça d'aléatoire, mais finalement, ce n'est pas votre besoin. Donc, c'est toujours se reconcentrer sur son besoin. Et là, avec une carte d'identité de ce type-là, une analyse, ça me permet de recoller avec mon besoin. Merci beaucoup, Anthony.
Merci pour ce mot sur ce travail. Et retournons peut-être sur la partie des données achats et en donnant la parole à François. François, moi je vois, je ne sais pas, par exemple, on peut synthétiser les données entre les données, les données internes et les données externes, finalement, celles qui sont produites à la maison et celles qui sont produites ou qu'on peut consommer à l'extérieur. Comment est-ce que tu pourrais distinguer ces différentes données? Oui, la grille la plus simple, effectivement, c'est de comparer des données qu'on a déjà chez soi, dans ses systèmes ou dans sa pratique d'acheteur, des données qui sont générées par l'activité achat, donc des données comme des données de dépenses, des données de commandes, l'historique des factures, etc. Donc des données qu'on a à disposition généralement et qui sont stockées en interne. Des données qui sont aussi dans un système d'information achat, alors pas forcément l'ERP, on a vraiment des systèmes d'information achat qui hébergent des données internes, qui sont structurées par des algorithmes, comme par exemple des devises, des indices de prix, et aussi les master data, les données maîtres, les métadonnées, qui sont un peu moins volatiles, on va dire, que des données d'activité, qui sont des données plus stables dans le temps. Voilà, donc ça, ces données internes sont relativement classiques et doivent être structurées et gérées. Et on a aussi, et ça c'est quelque chose qu'on vit, que les acheteurs vivent au quotidien, les données externes dont ils ont besoin. Et Anthony a insisté tout à l'heure sur la prise de décision. Et aujourd'hui, on est dans un contexte où la prise de décision doit être extrêmement rapide et alimentée et prise en toute connaissance de cause. Donc, la qualité des données va avoir une importance fondamentale sur la pertinence de cette décision. Donc, on a besoin de collecter des données de l'extérieur, alors soit de tiers de confiance, entre guillemets. Alors, on peut avoir des données de performance de fournisseurs, de stabilité de fournisseurs, comme Dun & Bradstreet, comme des données RSE, comme EcoVadis, où ces tiers de confiance vont venir abonder ou augmenter les données internes. Des données qui sont aussi des données opérationnelles, mais qui proviennent de l'extérieur, comme des données de toutes les RFX, les RFI que les acheteurs collectent, ou les cotations, les chiffrages, des revues de performance. Et alors, le dernier type de données externes, c'est les données ouvertes, où là, on a des données qui sont complètement pas structurées, qui sont ratissées, on peut dire comme ça, qui sont ratissées par des systèmes d'information et qui sont, je dirais, bombardées aux acheteurs de façon plus ou moins structurée. Et là, on a une problématique de qualité de données et de nettoyage de ces données-là, puisqu'elles sont récupérées par le web sans filtre, et où on va avoir une problématique également de structuration pour les rendre finalement opérationnels pour la prise de décision. Anthony, si je peux me risquer une question, quand on entend tous ces données internes, externes et tous ces volumes, comment un directeur des achats priorise, comment il voit l'importance d'une telle richesse? Mais si c'est trop riche, on s'y perd peut-être à un moment donné. Quel mot vous pourriez dire à vos pairs? Tu as un peu répondu à la question en même temps, parce qu'en effet, c'est bien le sujet. Cette richesse fait qu'à un moment donné, en fait, je reviens un petit peu sur la comparaison que je faisais tout à l'heure sur les solutions. Il y a une jungle, en fait, de solutions. Il y a une jungle aussi d'informations. Et quelque part, il y a de plus en plus d'informations qui est de plus en plus complexe, avec des sources extrêmement différentes, ce qu'évoquait François. Et un des sujets aussi, c'est les données non vérifiées. Aujourd'hui, on le sait bien, les informations manipulées existent. Donc, baser ces décisions qui doivent être rapides en fait, sur des informations qui sont elles-mêmes manipulées est également une exposition en fait, pour son propre business. Aujourd'hui, si on résume pour moi sur la data, de manière générale, en fait, elle est clairement, je dirais qu'il y a 3 C. Elle est cruciale, elle est critique et elle est complexe. Donc, bon, ce n'est pas forcément positif tout ce que je dis. C'est à nouveau un outil d'aide à la décision. La data ne doit pas être une complexité pour l'acheteur. On ne veut pas avoir en fait, une fonction achat qui s'enferme encore plus qu'auparavant en fait, dans du data crunching en fait, pendant des jours et pendant des mois. L'idée, c'est qu'elle soit traitée, sélectionnée et restituée dans un format qui permette aussi de pouvoir travailler, donc d'appréhender. Donc, elle est cruciale parce qu'on ne peut plus avancer sans data.
c'est-à-dire c'est clairement acheter à l'aveugle, et notamment dans le contexte de volatilité qu'on connaît aujourd'hui, d'incertitude de marché. Elle est critique parce que c'est clairement en fait un trigger pour la prise de décision. On ne peut pas non plus en fait baser nos décisions en fait sans avoir des données chiffrées et cartographiées. Et elle est complexe puisqu'aujourd'hui on a quand même différentes thématiques. Il y a quelques années, on parlait encore de spend et de savings, de qualité et de performance supply chain. Aujourd'hui, on est sur les évaluations RSE, on est sur la gestion du risque, la compliance. On a un nombre de thématiques qui est assez incroyable. Et un peu comme le résume ce slide, en fait, on est en interface aussi, avec beaucoup de parties prenantes, donc internes comme externes. Ce qui fait multitude de contacts, multitude de sources d'informations et donc complexité. Nous allons, juste après, nous allons demander à Maxime comment est-ce qu'il voit cette partie de traitement de la donnée, d'acquisition de la donnée. Et puis, un peu plus tard, en dernier chapitre, nous allons nous être attachés à reprendre cette question, mais dans le domaine de la RSE. J'aimerais juste avant dire à l'audience qu'il faut essayer de comprendre une chose entre connexion et intégration dans ce que disait à l'instant Anthony, c'est-à-dire vous allez avoir une partie intégration. Quand c'est intégration, ça veut dire qu'il y a un coût projet. Il va falloir penser à quelles données je veux, il faut que je me connecte. Donc, j'ai un coût de projet et de maintenance de l'intégration, des interfaces, de part et d'autre. Et souvent, on demande est-ce qu'il existe un connecteur. La plupart du temps, il n'existe pas, hein, c'est juste un mot, mais il devrait. Et il faut penser à connexion. Vous avez de plus en plus des solutions qui sont déjà connectées, c'est-à-dire qui font de l'information as a service. Le fait d'être intégré à une donnée extérieure est déjà prévu dans la solution, sous son format, la connexion, il n'y a plus qu'à… C'est un service qui est juste demandé à ouvrir. Donc, il faut vraiment faire la différence entre une connexion, il y a un service d'une donnée dont on peut se servir et qui est déjà utilisable dans là où les solutions que l'on a, et il y a l'intégration où c'est un projet, qu'est-ce qu'on va en faire. Maxime, comment est-ce que vous voyez le traitement de la donnée, sa collecte, qu'est-ce qu'on peut donner comme information à l'audience? Ça va, par rapport à ce que disait Anthony, je pense que les 3C, c'est pas mal. Je ne l'avais pas, Anthony, donc je vais garder ça pour d'autres fois. Et pour te répondre, Patrick, je pense que effectivement, que ce soit sur l'intégration ou la connexion, parce que la donnée est cruciale, la phase de collecte est très importante. Et c'est sûr que si la solution achat qu'on a une connexion déjà préparée avec un EcoVadis, un Altares, un e-attestation, on gagnera du temps. Car les informations vont directement être disponibles dans le SI achat et qu'on ne va pas passer du temps à mettre en place avec nos collègues de la direction informatique ou des prestataires, des interfaces longues, lourdes et pas faciles à maintenir avec ces systèmes. Surtout que EcoVadis, aujourd'hui, tout le monde se dit, bon ben voilà, on en parlera un petit peu, ma source de données, alors ce n'est pas la golden source, mais c'est la source de données que tout le monde veut avoir quand on parle de RSE, mais ce n'est pas la seule, on en parlera après. Et on ne peut pas se dire, j'ai tout mis sur l'intégration d'EcoVadis ou j'ai un connecteur avec EcoVadis, j'ai pris une solution qui a un connecteur EcoVadis. En fait, le sujet est, est-ce que cette solution elle est capable de se connecter, de s'interfacer avec d'autres fournisseurs de données? Ça, c'est important dans la phase de collecte. Je pense qu'on ne se rend pas compte et c'est là effectivement peut-être le travail qu'il y a à faire entre les directions achats et l'informatique, de passer un peu de temps dessus, de se dire, voilà, la phase de collecte, elle est cruciale, donc passons-y du temps, mais posons-nous des questions voilà, comme est-ce qu'on intègre ou est-ce qu'on connecte. Et il y a aussi, voilà, on sait qu'un SI achat va permettre de gagner un petit peu de temps plutôt que d'aller s'abonner. On l'a tous fait dans les directions achats, d'avoir un abonnement Altares, un abonnement Elisphère, un abonnement e-attestation, de tout récupérer sur des fichiers, de mettre ça dans un Excel et puis essayer d'avoir des notations sur les fournisseurs. C'est quand même assez laborieux. Donc aujourd'hui, la donnée, il y en a de plus en plus et on doit l'utiliser de plus en plus vite. On est dans un environnement, comme disait Anthony, qui nécessite des prises de décision parfois rapides, parfois trop rapides, mais qui nécessitent de la rapidité. On ne peut plus se permettre de passer beaucoup de temps sur la collecte. Sur le traitement, ce qui est important aussi sur le traitement et l'analyse, on voit que là aussi, les systèmes, les solutions amènent une plus-value
un peu à hauteur variable, mais amène une vraie plus-value. Il y en a qui c'est très, très notoire et d'autres, c'est peut-être plus faible, mais c'est une partie importante. On peut avoir on a parlé tout le temps de nettoyage des données. Ben, c'est sûr qu'on ait des données internes ou externes. Quand on va mettre tout ça ensemble pour l'utiliser dans le système, il va y avoir quand même des petites phases de nettoyage. Ben, par exemple, le dédoublonnage de fournisseurs. Qu'ils aient tous le même nom, qu'ils aient tous le même SIRET. S'ils viennent de 3 systèmes différents, ça paraît anodin, mais à un moment, sinon, on risque d'avoir un petit peu de problème quand on va faire des revues de performance. Voilà. C'est des choses qui paraissent bien pragmatiques, mais souvent sont mal gérées. Donc, on a déjà, par exemple, toute cette phase de nettoyage des données. Donc là, on est sur la partie, c'est une donnée qui est complexe, parce qu'elle est dans différents systèmes. Elle peut être un peu la même, mais pas toujours. Donc, on a un travail de l'agréger, de la nettoyer. Et puis, on a aussi un besoin de gérer ce côté multisource pour aller un peu plus loin, en fait. Ce n'est pas juste pour se dire, j'ai pris mes 3 systèmes ou mes 3 sources d'informations de données fournisseurs, j'ai tout mis dans mon SIHA et puis tout a été nettoyé, j'ai une bonne donnée. C'est à quoi ça va me servir? Donc, ce traitement, il doit aussi permettre d'avoir des fonctionnalités un peu plus attendues. Donc, on parlait d'analyse prescriptive, d'analyse prédictive, donc c'est la partie restitution. Et là, c'est sur le côté, c'est critique. C'est que la donnée, elle devient critique pour l'activité. Et cette partie restitution, là, on l'a vu sur les solutions qu'on a vues cette année. On va dire que 75% des solutions traitent la partie collecte et traitement de manière efficace et avancée. La partie analyse, restitution, en gros, elles sont entre un gros quart et un petit tiers de solutions qui ont vraiment des fonctionnalités avancées pour l'analyse et la prise de décision. Ce n'est pas énorme parce que c'est quelque chose qui est devant nous, en fait. C'est quelque chose qu'aujourd'hui, on se dit, oui, des tableaux de bord, tout le monde en fait. Mais un tableau de bord statique, ça ne sert pas à grand-chose. Donc, l'analyse et la restitution qu'on voit dans ce cycle de la gestion de la donnée, c'est d'avoir aussi de gérer de manière dynamique les données. Donc, ça paraît un peu science-fiction de temps en temps, mais on peut faire des tableaux de bord dynamique où il suffit qu'on change une variable et tout l'affichage se met directement à jour, se recalcule et c'est pas, on a besoin d'attendre le lendemain d'avoir des nouveaux résultats pour rebalayer le tableau de bord pour, par exemple, suivre si les résultats d'une stratégie achat sont opérés sur une certaine catégorie. Bah, ça, on peut le voir en direct en faisant varier des hypothèses directement dans le tableau de bord. Donc, il y a des outils qui, sur la restitution et le reporting, sont beaucoup plus avancés, permettent de traiter la donnée un peu au-delà. Donc, c'est important que cette restitution soit aussi une étape importante dans la gestion de la donnée. Qu'on ne s'arrête pas juste à dire on fait bien le collecte, on fait bien le traitement des comptants. En fait, la restitution, c'est aussi un axe de développement. Anthony, ce n'était pas prévu cette question, mais donc vous allez faire preuve d'imagination. Je vois que j'ai mon ami Louis là, qui est connecté, qui a intégré une personne data dans son équipe, Louis Delamestre, bonjour. Et est-ce que vous pensez, comment est-ce que vous voyez les choses? Est-ce qu'il faut demander à l'informatique et il y a les monsieur données qui sont à l'informatique? Est-ce qu'il doit y avoir des personnes qui connaissent quand même cette histoire de la donnée? Parce que, comme vous le disiez, une donnée, elle doit être vérifiée. Enfin, il faut quand même une culture. Comment ça se passe entre services? Est-ce qu'on doit l'avoir chez soi? Est-ce qu'on collabore? Ou peut-être Louis Delamestre, directeur des achats du CEDRE. Est-ce que vous avez une opinion sur le sujet, cher Louis? Sur le fait de collaborer entre les différents… bonjour à tous, pardon, excusez-moi, bonjour à tous. Bonjour. Sur le fait de collaborer entre les différents services, c'est ça ce que tu… Qui doit avoir la data ou la compétence pour pouvoir faire tout ça? Alors, le CED, nous, on est groupement d'achat, donc on fédère un peu plus de 11 000 adhérents et on leur met à disposition des conditions négociées auprès de 400 fournisseurs. Donc, c'est vrai qu'on a énormément d'informations qu'on récupère, soit par nos collègues qui sont sur le terrain, qui passent voir nos adhérents, soit par le biais de nos fournisseurs. Et c'est vrai que on se rend compte que la valeur s'est déplacée et que, en ce qui nous concerne, en tout cas pour notre métier de groupement d'achat, on a une part non négligeable qui réside dans l'interprétation des valeurs qu'on collecte. On en collecte énormément et c'est pour ça que du coup, au sein de la direction achat, on s'est doté d'une collaboratrice. Donc, on a mis un outil en place qui s'appelle DigDash, qui est un outil d'analyse de la donnée. Et on a mis en place une collaboratrice. Et donc, petit à petit, donc là, on est en train d'apprendre à marcher. Hein. Petit à petit, on est en train de créer nos user stories, c'est-à-dire
les cas types d'interprétation de données qu'on souhaiterait donner, et en interne à nos délégués régionaux, qui est l'équivalent des commerciaux, et à nos fournisseurs pour leur apporter encore plus de valeur. Merci beaucoup, Louis. Anthony, quelle serait votre position sur qui collabore ou doivent être les personnes sur ce sujet? Déjà, c'est un travail collectif puisqu'on est, on est quand même sur quelque part une double expertise. Il y a l'expertise, on va dire, achat, en fait, en tant qu'un métier achat, et l'expertise data, qui est quelque part transversale. Donc, pour moi, on a besoin d'une collaboration en fait, entre deux métiers. En revanche, ce qui me paraît important quand même, c'est que l'acheteur ne soit pas, on va dire, un client final, dit autrement, qui reprend une solution avec quelque part un tableau de bord et appuie sur 3 boutons pour modéliser. Je pense que c'est important de s'approprier la data, c'est important de la connaître, de connaître en fait son traitement, son analyse, pour pouvoir mieux justement en fait appréhender la restitution reporting. Donc dit autrement, c'est un travail à mon sens collaboratif et qui nécessite quand même d'avoir une implication à minima technique de l'acheteur, on va dire, dans la gestion de data. Ne surtout pas être en fait en position de client final, auquel cas où l'acheteur sera complètement dépendant en fait d'un autre métier, en fait, et il n'aura vraiment pas de maîtrise en fait sur le contenu. C'est dangereux. Merci beaucoup, Anthony. Nous avançons beaucoup. Nous allons passer au chapitre sur l'exercice avec la RSE. J'aimerais juste répondre rapidement à 3 petites questions qui ont été posées. Comment intégrez-vous la question du ROI dans les solutions? On ne l'a pas intégré, on s'est focalisé sur le fait de vous dire quel bénéfice métier il y a et les distinguer. C'est spécifique à chaque. Voilà, le ROI est spécifique au contexte, donc on ne l'a pas intégré. Comment se modélise Sirius et quoi vis-à-vis du Gartner? Nous avons essayé de comparer des choses incomparables. Donc, le Gartner met tout dans un magique quadrant et on sait simplement qu'ils ont payé plus cher pour être en haut à droite. Bon, ils sont bien aussi, hein, mais ça ne suffit pas. Donc, on a essayé de faire quelque chose de plus complexe à lire, mais qui est plus intéressant à lire aussi parce que, un peu comme disait Anthony tout à l'heure, il faut s'approprier les choses pour pouvoir décider, pour pouvoir travailler. Et comment on le modélise? Un livre blanc sera disponible incessamment et sera annoncé. Il n'est pas juste à ce jour, mais il est en cours. Donc là, François, est-ce que vous pourriez présenter ce même exercice des données, mais dans un cas appliqué de la RSE? Oui, absolument. Alors, dans le cas des données RSE, on a 3 enjeux, en fait. On a l'enjeu de la validité des données RSE qu'on va collecter. On a l'enjeu de la visibilité de ces données sur la chaîne de valeur, parce qu'on parle de Scope 3 aujourd'hui, donc ce n'est pas seulement sur le fournisseur direct qu'on doit collecter les données, c'est jusqu'au fournisseur de matières premières, très en amont dans la chaîne de valeur. Et la rapidité ou la vélocité à laquelle on va collecter ces données-là, parce qu'elles sont très dynamiques, ces données, sur des conditions de travail dans la chaîne de valeur ou des aspects comme ça. Donc, pour élaborer un petit peu sur les 3 C de tout à l'heure, moi je parlerai des 3 V, validité, visibilité et vélocité. Et pour répondre à ces 3 enjeux, on a 4 scénarios. Alors, l'acheteur, le scénario 1 qui est en direct avec ses fournisseurs et qui collecte ces données lui-même, soit par Excel, soit par un petit outil de collecte, mais grosso modo qui fait face au problème de validité de la donnée. Quelle est l'honnêteté du fournisseur, mais aussi le fournisseur peut aussi interpréter sa façon propre de gérer la RSE de son côté. On a des problèmes culturels, puisque un fournisseur peut interpréter sa façon et dire qu'il est très bon dans la gestion de ses déchets dans un certain pays, alors que ce très bon sera interprété complètement différemment dans un autre pays. Donc, le scénario 1 est complexe aussi à gérer sur le plan ressources. Les acheteurs n'ont pas le temps, clairement, de gérer toutes ces données en direct avec leurs fournisseurs. Le scénario 2, on a mis en intermédiaire entre l'acheteur et son fournisseur un organisme de notation qui va faire le travail à la place de l'acheteur, qui va collecter les données pour l'acheteur, et l'acheteur va juste acheter une note pour son fournisseur ou pour ses fournisseurs. C'est un scénario qui appelle aussi à des interrogations, puisque ces organismes de notation travaillent aussi beaucoup sur du déclaratif fournisseur, qui rejoint le problème de validité de tout à l'heure, puisqu'on a une faible qualité de la donnée collectée. Dans le scénario 3, on commence à avoir un peu plus de maturité dans cette gestion des données, où on va interagir avec un SIHA qui sera lui-même connecté à des organismes de notation. Donc, le SIHA va pouvoir avoir
une meilleure gestion des données RSE, par exemple en interprétant ou en analysant en amont de l'acheteur ces données RSE, en envoyant des alertes quand il y a des déviances de pratiques RSE dans la chaîne de valeur. Donc là, on augmente aussi la visibilité puisque le SIHA peut collecter plus d'informations du fournisseur, par exemple, etc. Dans le scénario 4, on arrive ici à une maturité maximale avec un SIHA connecté, bien sûr, à tous les organismes de notation type EcoVadis, mais en plus de ça, va collecter de la donnée ouverte. Donc, va lui-même, SIHA, ratisser le web pour identifier des signaux faibles dans la chaîne de valeur, pour, par exemple, mettre en lumière une mauvaise pratique et une pratique non éthique chez un des fournisseurs distants de rang 4 ou 5. Et là, l'acheteur va vraiment avoir une valeur ajoutée de l'ensemble de ce système pour agir à la fois sur la rapidité de collecte d'informations, la validité de ces informations et puis augmenter sa visibilité dans la chaîne de valeur. D'accord, merci François. Donc en fait, si je rephrase, quand on est dès le stade 3, c'est que vu qu'il y a un SIHA, la donnée n'est pas, comme disait Maxime tout à l'heure, on a une information EcoVadis ou autre sur un portail, elle est mise dans un contexte, elle est déjà enrichie puisqu'elle est mise dans un contexte particulier. Donc pour des prises de décision, c'est plus facile pour les prises de décision que citait tout à l'heure Anthony. Est-ce que, Maxime, est-ce que vous pourriez nous donner dans le cadre de la RSE, comment est-ce que vous proposez ces analyses de données dans le cadre de la RSE? Je pense que ce qu'on a pu voir dans les échanges qu'on vient déjà d'avoir là au cours du webinaire, ce que disait Anthony, de ce que présente François, c'est qu'on voit que la première étape, et encore plus sur la dimension RSE, c'est d'identifier les données pertinentes. Ça permet effectivement, là dans les 4 scénarios qu'a proposé François, de se dire, si mes données pertinentes, elles sont par exemple dans de l'open data, de la donnée collectée sur le web, il faut que je sois dans ce scénario 4. Donc c'est un travail d'inventaire qui est forcément le préalable à la démarche de choisir ce modèle d'analyse, mais qui est très structurant pour la suite. Après, il faut qualifier les données à utiliser. Donc je pense qu'on a pu parler entre les données internes, les données externes, les données opérationnelles, les données d'activité, les données de référence, les données structurées, non structurées. Voilà, il faut arriver à se faire cette cartographie des données, une fois qu'on les a identifiées, parce qu'à chaque donnée, le traitement n'est pas forcément le même. Les grands scénarios qu'a présenté François peuvent être ajustés en fonction des typologies de données ou qu'on va utiliser pour le reporting RSE. Et on voit bien que malheureusement, en plus, le reporting RSE, ce n'est pas un horizon fini. On a pu voir entre ce qui était déjà en place il y a 3-4 ans et ce qu'on doit mettre maintenant dans le reporting qui va être entre 2024 et 2026 rendu obligatoire pour toutes les entreprises. Il y a des critères qui n'existaient pas avant. La partie du travail inclusif, la dimension sociétale, était moins développée initialement et on était plus sur une dimension environnementale. Donc les choses évoluent quand même beaucoup. Et la dernière étape, c'est aussi l'intégration de ces données dans le SIHA. Alors, intégration ou connexion, c'est le débat qu'on a eu tout à l'heure, la petite précision, mais c'est que ces données, nativement, elles ne vont pas se déverser dans le SIHA sans aucun problème. Alors, s'il y a des connecteurs, c'est très bien, mais on voit bien qu'il ne peut pas y avoir des connecteurs pour toutes les sources de données, parce que vous voyez sur la droite de la diapositive, on a des données qui sont des données d'environnement. On a cité quelques sources, et ce n'est pas exhaustif. On a des données de risque fournisseur, et là aussi, on n'est pas dans l'exhaustivité, mais on voit bien qu'il y a une certaine diversité. Puis après, on a des données d'économie sociale et solidaire. Et tout ça, on a fait un petit cube, parce que nous, les consultants, on aime bien faire des schémas. Non, mais c'est un cube, comme on dit, les cubes d'analyse. Et là, on est bien sur de l'analyse RSE. On va avoir un cube de données, et il y en a beaucoup. Et en fonction de la facette, on va voir des choses qu'on ne voit pas. Donc, je pense que tout est alimenté, mais avec bien ces 3 étapes qui vont permettre vraiment d'avoir une appropriation par la direction achat, par la fonction achat de l'entreprise, de ce qu'elle veut mettre dans son modèle d'analyse RSE et pas subir quelque chose qui est déjà intégré dans l'outil qu'on a. Et ils nous disent, ouais, on a des éléments pour faire le reporting RSE. En fait, ça risque d'être toujours un petit peu loin de ce qu'il y a à produire. Donc, il faut faire ce travail. Ça peut être un petit peu consistant.
il y a des gentils cabinets de conseil qui sont là pour accompagner aux besoins. Mais voilà, c'est très important d'avoir ce recul à travers ces 3 étapes pour s'approprier le modèle d'analyse RSE. Moi, je vais rebondir sur votre mot, hein, Maxime. Ça peut paraître un peu compliqué. Anthony, vu d'un directeur des achats qui a un métier peut-être autre que de faire des cubes de partout, est-ce qu'on voit une consolidation, une agrégation des fournisseurs pour essayer de simplifier ces sources entrantes? Et au fur et à mesure, ils agrègent eux-mêmes et on n'aurait plus qu'une, deux, 3 sources pour essayer de simplifier les choses. Est-ce que c'est une vue de l'esprit, en fait, plus on avance, plus il y en a? Déjà, en fait, concrètement, parlons, on va dire, de la data elle-même, en fait, de la complexité. Quand on parle de RSE, pour un acheteur, en fait, on doit aller chercher l'information, là encore, qui est très éparse sur l'environnement, typiquement biodiversité, pollution, matières produits chimiques dangereux, la zone de consommation d'énergie. On a aussi le thème de social, droit humain, l'éthique, enfin tous ces éléments en fait qu'on connaît en fait, mais là encore, une profusion d'informations, une profusion de sources. Et finalement, de ce que j'entends aussi dans ce qu'on vient de se dire, c'est qu'il y a aussi des modèles. Il y a d'open source ou il y a des données privées. Donc là encore, moi, je suis désolé, ça va être très incorrect ce que je vais faire, mais plutôt vous retournez la question, messieurs. Et finalement, en fait, y a-t-il une solution, on va dire, un outil, une solution en fait qui permette d'agréger, on va dire, l'ensemble des réponses sur ne serait-ce que les 3 thèmes, hein, environnement, impact social et éthique, qui sont les 3 piliers de la RSE. Y a-t-il aujourd'hui en fait une solution, the solution, celle qu'on attend tous en tant que décideur achat? Est-ce que c'est une chimère ou est-ce que c'est une réalité? Moi, je peux la prendre, cette question. Merci de me la retourner. C'est cadeau. J'ai tenté de ne pas y répondre. Donc, on peut voir, c'est comme toujours sur les marchés, il y aura une tentative d'agrégation. Tous les différents fournisseurs avec qui j'ai pu discuter, un Provigis ou autre, cherchent à être intégrateurs, un BVD, etc., parce que c'est leur métier de ne pas se faire dépasser par d'autres. Donc, oui, on va les voir agréger. On va les voir essayer d'agréger des sources de données. On les voit déjà s'acheter les uns les autres. On a vu BVD qui a été racheté par, etc. Enfin, je ne vais pas faire les histoires. Donc, on voit certains qui commencent à se lancer sur le carbone et qui étaient sur autre chose. Donc, oui, il va y avoir une lutte. Et souvent, ces luttes-là, c'est winner takes all, disent les Américains, puisque c'est sur du volume. Donc, mais il est possible aussi que le besoin du marché, la maturité de la fonction achat, fasse qu'il y aura, un peu comme dans les solutions aujourd'hui, de nouveaux acteurs qui vont arriver. Mais à ce moment-là, Anthony, je vous retourne la question. Est-ce que cette priorisation dans toutes ces données, est-ce que ça ne vient pas d'une sensibilisation de la direction générale qui donne des axes et qui dit exactement ce dont on a besoin, ce sur quoi il y a une stratégie sur laquelle se focaliser finalement? C'est ce que j'évoquais tout à l'heure, je parlais de l'onboarding. En fait, c'est plus que l'onboarding, c'est le sponsoring. C'est clairement la direction donnée par le management, on va dire, donc la direction générale. Si la direction générale n'a pas cette sensibilité, si la direction générale n'a pas intégré dans sa feuille de route stratégique, on va dire, justement, en fait, toute l'intégration de l'information et la compréhension, on va dire, des enjeux RSE, très clairement, l'acheteur va se retrouver seul. Et on en connaît beaucoup d'acheteurs, en fait, qui se sentent aujourd'hui seuls parce qu'ils ne sont pas forcément soutenus, en fait, dans cette direction. Donc, je vais répondre un peu différemment. C'est une condition sine qua non, très clairement. Le support de la direction générale est essentiel pour pouvoir, on va dire, accompagner les acheteurs, en fait, dans cette transformation. Ouais. Et un peu dans la même eau, François, je n'ai pas vu beaucoup d'évolution des modèles académiques de formation des acheteurs, notamment autour de la donnée. Est-ce que vous, du haut de la chaire, vous avez pris ça en compte et est-ce que vous voyez avec vos petits camarades une évolution dans les formations d'acheteurs autour de la donnée, autour des outils? Absolument, on est même acteur de cette évolution. Il faut clairement distinguer quelles sont les compétences dont les acheteurs vont avoir besoin demain. Il n'est, à mon avis, pas question de former les acheteurs au codage d'algorithmes de machine learning. Ça, ce n'est pas l'idée. Ce ne sont pas des ingénieurs. Enfin, j'entends l'expertise système d'information, l'expertise informatique.
ingénieur informatique ne doit pas être enseigné, en tout cas dans les écoles de management. C'est pas comme ça qu'on a pris le sujet. Par contre, on a pris le sujet d'une façon un petit peu différente. On s'est dit, il est indispensable que les acheteurs augmentent leur connaissance sur ces outils, sur comment utiliser ces outils, comment exploiter ces outils pour les intégrer dans toute la chaîne de décision stratégique qu'on enseigne dans une école comme Audencia et comme dans plein d'autres. Et ça, c'est vraiment fondamental. On a commencé depuis 2 ans déjà à adapter nos programmes pour que les acheteurs ou les futurs acheteurs comprennent les enjeux de la data, les enjeux de la donnée, les enjeux aussi des apports d'un système d'information et comment ces systèmes d'information peuvent devenir aussi des supports à la décision. Et Maxime, vu d'un cabinet de conseil, quelle est cette dynamique pour vous? Est-ce que ça change quelque chose dans votre manière d'aborder les achats, dans votre mesure de leur maturité digitale ou de la fonction? Qu'est-ce que vous pourriez conclure finalement sur cette C'est session? sûr que nous, on est très… on voit bien que dans le sujet de la data, du digital achat, les questions de l'usage, tout à l'heure on en parlait, de décret de la user story, et les questions de l'usage sont importantes, et c'est ce qui est devant nous qui permettra de guider les choix qu'on fait aujourd'hui. Donc on a, nous, un rôle vraiment d'accompagner les directions achats dans les réflexions sur comment va évoluer la fonction achat à 4-5 ans. Et c'est sûr que pour nous, l'Observatoire Sirius, la participation à ces discussions-là, ça nous permet d'échanger au plus proche des préoccupations et des problématiques des acheteurs et de réfléchir avec vous. Et donc, c'est bien comme ça qu'on peut construire les réponses. Les réponses ne sont pas toutes faites. On a pu le voir dans le webinaire. Il n'y a pas, comme des questions, on dit comment on peut mesurer le ROI d'une solution achat. On ne peut pas mesurer un modèle de ROI qui va s'appliquer à tout le monde. Là, sur la gestion de la donnée, sur le digital achat, il n'y a pas un modèle qui s'applique à tout le monde. Il y a beaucoup de choses à prendre en compte, mais avec au moins des approches, des modèles, des questions aussi qu'on peut avoir affinées. Donc voilà, nous, cet accompagnement, il est là, de pouvoir construire les besoins des fonctions achats dans les années à venir et donc d'éclairer le sujet data, digital, à travers cette fonction qui évolue. On le voit bien, c'est pas… Merci beaucoup, Maxime. Bon, de mon côté, je forme mes voeux. Nous avions essayé avec Anthony de démarrer un Achat Lab digital achat au CNA et nous y arriverons, nous le ferons. J'aimerais, pour conclure, je viens de recevoir une question d'une personne qui me connaît et qui me dit « Vous n'avez pas parlé du carbone ». Alors, est-ce que dans les 2-3 minutes qui suivent, est-ce que François, Anthony ou Maxime, vous pourriez répondre à cette question? Est-ce qu'il y a des outils pour l'aspect carbone, pour voir l'approche? Qu'est-ce qui existe aujourd'hui? Qui commence? Moi, je veux bien. Maxime, rapidement. Des outils, on en voit. Alors, je ne vais pas citer de nom parce que sinon, après, il y a tout le monde qui va pleurer en disant qu'on a donné le nom de un ou deux et qu'on ne l'a pas cité. Alors, tous les éditeurs nous disent oui, on le fait. Bon, on peut vraiment dire que tout le monde ne le fait pas. C'est pour ça, quand je vous parlais qu'il y en ait 25% qui soient 25-30% bons sur la restitution, c'est seulement parmi ceux-là qu'il faut chercher. Dans le carbone, il y a par exemple des outils où il faut se poser des questions de ce qu'on veut suivre, en fait. Est-ce qu'on veut suivre l'impact, une approche quantitative? Donc, c'est des termes en termes d'impact financier, de montant de l'impact carbone, ou est-ce qu'on veut suivre un poids de carbone produit, donc un poids CO2? Là aussi, si on se pose les bonnes questions, on va chercher les outils. Alors, il y a des outils qui font les deux. Faut pas, qui utilisent des bases de données, on les a citées, Exiobase, Ecovent, voilà. Donc, ça existe, il y a déjà des pistes. Mais il faut se poser les questions de ce qu'on veut suivre dans la trace carbone, dans l'émission carbone, pour trouver l'outil qui va nous être le plus adapté. Voilà. Anthony, est-ce que vous aviez, vous dites, vous êtes sollicité régulièrement par tous les éditeurs. Est-ce qu'il y a déjà des gens autour du carbone qui vous sollicitent? On les voit apparaître, ces acteurs? Je crois qu'il n'y a pas une semaine sans avoir de nouvelles sollicitations. Donc, très clairement, oui. Tout le monde en parle, évidemment. Donc, c'est un enjeu majeur, en fait, et on voit bien que le niveau de maturité n'est pas toujours là, on va dire, en tout cas dans les organisations pour pouvoir mesurer. Moi, ce que j'en retiens quand même, et de ce que je peux voir aujourd'hui, puisque je travaille sur le sujet, c'est clairement en fait, de bien se faire accompagner sur le diagnostic. Et ce n'est pas forcément
un éditeur. Alors, là, on est en différentes solutions. On a des experts aussi. C'est vraiment commencer son diagnostic avec des experts, éditeurs ou pas. Et après, une fois que vous avez votre point de départ et que vous avez des objectifs très clairs, c'est là où vous pouvez trouver des solutions. Mais ma recommandation est surtout de ne pas démarrer bille en tête avec des solutions miracles, comme on peut en voir tous les jours. Donc, il existe des outils et il faut faire le diagnostic. François, nous allons te donner le mot de la fin. Comment est-ce que tu vois les aspects carbone, notamment par Audencia, par exemple? Je ne sais pas. Il y a une très, très forte volonté, évidemment, d'intégrer ces aspects carbone dans des stratégies achats. J'ai un peu la sensation que la maturité des outils qu'on a aujourd'hui est assez faible. Il y a beaucoup de volonté, mais la performance, la maturité de ces outils ne permettent pas, pour plein de raisons, en fait, de vraiment avoir une visibilité limpide des pratiques carbone dans toute la chaîne de fournisseurs. Encore une fois, ce n'est pas seulement le fournisseur direct qui est important, c'est l'ensemble de l'impact carbone jusqu'au fournisseur de matières premières qu'il faut mesurer. Et voilà, donc on travaille sur le sujet, on essaye de rester très attentif et notamment Sirius nous aide à garder une connexion avec tous ces outils pour identifier des pépites qui pourraient émerger de ci, de là et on ne manquera pas d'en faire pas la promotion, mais en tout cas les mettre en valeur si certaines solutions sont efficaces et sont identifiées par Sirius. Je vous remercie beaucoup, François Constant de Audencia, Maxime Prévost de Axis Consultant et surtout Anthony Auger du CNA. Et puis un peu l'intervention aussi de Louis de la Meste. Merci beaucoup de votre attention. Le livre blanc va sortir incessamment, vous en serez informés. Si des questions vous viennent, n'hésitez pas à les faire parvenir, nous y répondrons par écrit. Et nous vous remercions beaucoup de votre attention. Au revoir. Merci. Merci à tous. Merci, au revoir. Merci. Au revoir. Bonne journée. Au revoir. En tout cas, vous pouvez retrouver le replay dès cet après-midi sur le site du CNA. Ok, merci beaucoup. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir.